Bonjour à tous, je m'appelle Camélia. L'année dernière, j'ai été en passe et cette année, je suis en deuxième année de médecine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un TD de pharmacocinétique. On a essayé de le construire de manière à ce que vous ayez vraiment les exercices les plus importants, les notions clés que vous devez connaître. Donc n'hésitez pas à passer un petit peu de temps dessus, à bien travailler et comme ça, vous allez développer des automatismes et ce sera assez simple pour vous. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc on est parti pour le premier QCM. La première notion qu'il faut maîtriser, du coup, c'est tout ce qui concerne la loi de Fick, et c'est sur ça que porte le premier QCM. Donc, première chose à retenir, déjà, tout simplement, ça va être la formule. Donc, je vous la renote. C'est dc sur dt, et dc sur dt, tout simplement, c'est la vitesse, qui va être égale à k fois s fois delta c. Donc K, c'est la constante de perméabilité. S, ça va être votre surface. Donc plus la surface est grande, plus forcément votre vitesse sera grande. Et delta C, ça va être les variations de concentration. Voilà. Et effectivement, quand vous commencez le premier exercice, je lis l'énoncé. Soit un principe actif pour lequel on cherche à trouver le site d'absorption le plus rapide. Le tableau ci-dessous nous donne les surfaces de la membrane et les différences de concentration de part et d'autre de la membrane. On considère que le principe actif est absorbé par transport passif et que la constante de perméabilité est identique pour les différentes muqueuses. Alors deux choses déjà, je rappelle que la loi de Fick c'est bien du transport passif, donc ça c'est important à retenir. Et autre chose, dans l'énoncé, on vous dit bien que la constante de perméabilité sera la même, peu importe la voie d'administration. Donc en fait, là, le cas n'aura pas d'importance puisque la valeur ne changera pas. Donc autrement dit, à chaque fois que vous allez faire votre calcul, vous ferez la surface fois la variation de concentration. Donc si on fait ça pour chaque voie, pour la muqueuse intestinale, on va trouver, vous faites 60 x 15, vous trouvez 900. Ensuite, pareil pour la peau, du coup 0,1 x 500, ce qui vous fait 50. 120 x 5, ça va vous faire 600. Et la muqueuse rectale, vous allez être à 620. Voilà. Donc, une fois que vous avez calculé vos vitesses d'absorption justement pour chaque voie, vous allez pouvoir répondre au QCM. Donc, item 1, on nous disait la voie cutanée permet l'absorption la plus rapide. Donc là, l'item 1, il va être faux, tout simplement parce qu'on voit que la voie cutanée, on va être à 50. Et effectivement, c'est la valeur au contraire qui est la plus petite. La plus grande, c'est la muqueuse intestinale, vous êtes à 900. Item 2, l'administration de A par la voie intestinale permet une absorption 1,5 fois plus rapide que par la voie pulmonaire. Donc là, tout simplement, vous allez faire un quotient. Vous allez diviser l'absorption de la première voie, qui est la voie intestinale, par celle de la voie pulmonaire, qui est de 600. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez bien une valeur de 1,5. Donc vous avez un item qui est bien vrai. Item 3, la différence de concentration observée pour la muqueuse rectale est due au fait que cette muqueuse est très peu vascularisée. Donc là, cet item, il va être faux. Pourquoi ? Parce que au contraire, la muqueuse rectale, elle est très bien vascularisée. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a une grande différence de concentration de part et d'autre de la membrane. Du coup, pour l'item 4, la perméabilité de la muqueuse intestinale est supérieure à la perméabilité de la peau. On a dit quoi dans l'énoncé tout à l'heure ? La constante de perméabilité, c'est K. Donc, on nous disait que ça ne variait pas, peu importe la voie d'administration. Donc là, l'item va être faux. Et dernier item de la question. On remarque que le PA subit un important premier passage hépatique et qu'on se retrouve avec une biodisponibilité F inférieure à 1%. Dans ce cas, la voie pulmonaire est la voie d'administration à privilégier. Donc, déjà, j'aimerais revenir sur avoir une biodisponibilité inférieure à 1%. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que vous avez 1% du principe actif qui va arriver au niveau de la circulation sanguine et donc avoir un effet. Donc forcément, c'est négligeable et le médicament n'aura pratiquement pas d'effet. C'est pour ça qu'il va falloir choisir une autre voie. Et donc, en dehors de la voie intestinale, celle qui a une vitesse d'absorption qui est la plus grande, c'est la voie rectale. C'est pour ça que vous allez
privilégier cette voie. Donc l'item était faux parce qu'on nous privilégiait, on nous disait que c'était la voie pulmonaire et non, c'est bien la voie rectale. Voilà, on va pouvoir passer à la question 2. Donc là, on va pouvoir passer à l'exercice numéro 2. Donc on nous dit qu'on a un principe actif qui s'appelle A, qui se fixe à 99% aux protéines plasmatiques, et un autre principe actif qui lui s'appelle B, qui va s'y fixer à 99,9%. Et donc on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe si on administre le principe actif A et le principe actif B en même temps. Donc première chose qu'il faut comprendre, admettons si on fait un petit schéma, ici vous avez vos récepteurs. Ici, on va dire qu'on va dessiner la molécule B. Donc ça, en rouge, c'est la molécule B. Et donc la molécule B, vu qu'elle a une affinité qui est de 99,9%, donc une affinité qui est plus grande que le principe actif A, c'est la molécule B qui va venir se fixer au niveau des récepteurs. Et donc, on a la molécule A qui, elle, au contraire, va rester libre parce que justement, elle n'aura pas une assez grande affinité pour le récepteur comparé à B. Et on va dire que l'affinité, c'est la force qui permet de se fixer au récepteur. Donc si on commence à répondre aux différents items, item 6, une fixation plus importante du PA nommé A. Donc là, ça va être faux tout simplement, c'est ce que je viens d'expliquer, parce qu'on a dit que 99,9% qui est l'affinité en fait du principe actif B, bah, c'est bien supérieur à l'affinité du principe actif A qui est de 90%. Donc c'est bien le principe actif B qui se fixe. Ensuite, item 7. Le PAA verra sa fraction libre augmenter. Bah là, c'est un petit peu la même chose, c'est dans la continuité. Vu que B va se fixer au récepteur, forcément, A va se retrouver libre, vu qu'il n'est pas fixé au récepteur. En fait, bien comprendre que quand on est libre, c'est qu'on n'est pas fixé aux protéines plasmatiques, dans le cas du sang. Donc forcément, l'item 7 est vrai. Parce que vu que A est libre, il a sa fraction libre, forcément, qui est augmentée dans le sang. Item 8, on observera une augmentation de l'activité de A. Donc là, pareil, c'est vrai, parce que si A a une fraction libre, forcément, ça veut dire qu'il va pouvoir agir en fait. Une molécule agit forcément quand elle est libre et qu'elle n'est pas donc fixée aux protéines plasmatiques. Hop. Ensuite, item 9, l'activité de B ne changera pas pour l'item 9. Ça, c'est un item qui est faux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est je suis fixé aux protéines plasmatiques, donc je ne suis pas libre, donc j'ai une activité qui n'est pas augmentée, voire même qui est diminuée. Et donc, on a dit que A avait sa fraction libre qui est augmentée, donc son activité, elle va augmenter. Et à l'inverse, pour B, ce qui va se passer, c'est que vu que B est fixé aux protéines plasmatiques, forcément, son activité, elle va diminuer parce qu'il ne va pas pouvoir aller agir. Donc, l'item était bien faux. Et ensuite, on a l'item 10. Si on les administre seuls, on observera une synergie. L'item est faux. Pourquoi ? Déjà, peut-être revenir sur la définition du terme synergie. Ça veut dire, synergie, quand on va mettre les deux ensemble, les administrer ensemble, ça va favoriser l'activité de l'un ou l'autre. Et forcément, si on les administre seuls, il n'y aura pas d'interaction entre les deux. Donc on ne pourra pas parler de synergie. Donc vraiment la synergie, c'est administrer deux molécules en même temps qui vont interagir et favoriser un effet, si on devait plus ou moins expliquer le terme. On en reparlera après dans les QCM suivants. Voilà. Donc on continue avec la question 3. C'est un petit peu dans la même idée que celui qu'on a fait juste avant, sauf que là on va voir un petit peu de nouvelles notions. Donc déjà, quand vous avez ce type d'exercice, la première chose à faire, c'est de noter les informations essentielles. Là, par exemple, c'est celles qui sont soulignées dans le texte. Il faut prendre en compte que c'est une base qui est fixée à 90% aux protéines plasmatiques
Et dernière information importante, c'est que c'est une molécule qui est éliminée exclusivement par excrétion. Pour ce genre d'exercice, vous en aurez deux types. Vous aurez des médicaments qui sont éliminés par excrétion ou par métabolisation. Et c'est important donc de faire la différence entre les deux. Sur la correction du TD, vous avez une petite fiche qui résume un petit peu ce qu'il faut retenir. Et donc là, sur l'excrétion, en fait, l'important, c'est de savoir que les principes actifs qui sont non ionisables, ça n'aura pas d'influence. Les principes actifs qui sont ionisables, eux, auront de l'importance. Typiquement, on aura le cas des acides ou des bases. Si je suis un acide, mon activité va être augmentée à pH acide. Et si je suis une base, mon activité va être augmentée à pH basique. Et dernière chose à savoir sur l'excrétion, c'est que les inducteurs et les inhibiteurs enzymatiques n'ont aucun effet. Ça, c'est uniquement sur la métabolisation et on le verra après dans un exercice sur la métabolisation. Donc une fois que vous avez noté les informations clés du sujet et également vous vous êtes rappelé qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une excrétion, on peut commencer à regarder les items. Donc l'item 11. Si A présente une affinité pour les protéines plasmatiques de 99%, alors l'activité de B sera minorée. Donc là, encore une fois, il faut avoir le même raisonnement que les QCM précédents. On sait que l'affinité du principe actif A, elle est plus grande que celle du principe actif B. Donc automatiquement, c'est le principe actif A qui va se fixer aux protéines plasmatiques et B va être libre. Et on a dit que si B était libre, ça veut dire qu'elle avait une activité qui augmentait. Donc l'item est faux, parce qu'en fait, l'activité de B, elle sera majorée. Voilà. Je vous souligne ce qui n'allait pas sur l'énoncé. Donc c'est bien une activité qui était censée être majorée. Si A présente une affinité pour les protéines plasmatiques de 99%, alors l'activité de B sera majorée. Donc encore une fois, c'est le même raisonnement que pour l'item d'avant. Si, vu que A a une plus grande affinité, il se fixe, donc B est libre, et donc son activité va être augmentée. Donc je me répète pas mal de fois, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le mécanisme et comment il faut raisonner. Item 13, si A est un inducteur enzymatique et que A est administré par voie orale, alors l'activité de B sera diminuée. Donc déjà, là, sans même lire l'item en entier, normalement, il y a un terme que vous avez dû remarquer et auquel il faut prêter attention. C'est celui de inducteur enzymatique. Et inducteur enzymatique, on a dit que ça n'avait pas du tout d'effet au niveau de l'excrétion. Donc forcément, l'item est faux, parce qu'on nous disait qu'on aurait une activité qui serait diminuée. Or, on a dit qu'il n'y avait pas d'effet du tout dans l'excrétion. Donc, automatiquement, l'item va être faux. Je vous le note. Pas d'effet des inducteurs en excrétion. Item 14. Si A et B sont administrés par voie orale et absorbés activement par le même transporteur, alors l'activité de B sera inchangée. Donc là, il y a un élément important à savoir, il faut vraiment le retenir. Je vous le note. En fait, quand deux principes actifs prennent le même transporteur, donc, quand deux principes actifs prennent le même transport actif, on va avoir une activité qui est diminuée. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le retenir. Et les deux choses les plus importantes, il faut vraiment que ce soit le même transport et surtout que ce soit du transport actif en fait. Parce que si c'est du transport passif, déjà, il n'y a pas de compétition dans du transport passif, vu que c'est des gradients de concentration qui vont influer. Et aussi, il faut que ce soit le même transport parce que forcément, s'il y a deux transporteurs différents, il n'y a pas compétition entre les deux principes actifs parce qu'ils vont chacun en prendre un.
Donc ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu la logique derrière. Mais si vous retenez déjà juste qu'il faut qu'ils prennent le même transport et que ce soit du transport actif, c'est bon, ça suffira. Donc là, on nous disait que c'était bien du transport qui était actif et le même transporteur. Donc l'activité de B sera pas inchangée mais diminuée, comme le dit la règle. Voilà. Donc là, ce qui posait problème, c'était vraiment qu'on nous disait que c'était inchangé alors que normalement ce sera diminué. Et c'est pour ça que l'item 14 est faux. Normalement, c'est diminué. Ok. Dernier item. Si A et B sont tous les deux absorbés passivement au niveau du tube digestif, alors l'activité de B sera diminuée. On a dit que c'était vraiment le transport actif, parce qu'au niveau du transport passif, il n'y a pas du tout de phénomène de compétition, c'est ce que je vous expliquais auparavant, donc l'item est faux. Donc là maintenant on va pouvoir passer au QCM4. Le QCM4 c'est dans la même logique que le QCM qu'on vient de faire, sauf que cette fois on est bien sur de la métabolisation. Okay, donc il faut bien comprendre c'est la même logique, sauf qu'on a deux grands cas, le cas de la métabolisation et le cas de l'excrétion. Pareil, donc quand on est sur ce type d'exercice, on a dit qu'on notait d'abord les informations clés. Donc là, on est sur un acide qui est lié à 90%, et dernière information qui est éliminée uniquement par métabolisation. Une fois qu'on a ces infos, on se rappelle un petit peu les règles du grand cadre de la métabolisation. On sait que quand on a un inducteur, l'activité va diminuer. Quand on a un inhibiteur, l'activité va augmenter. Et les variations de pH n'ont pas d'effet. Les variations de pH, ça va être uniquement au niveau de ce qui est excrétion. Si on cherche à comprendre un petit peu pourquoi, quand on a un inducteur, l'activité diminue. Un inducteur, ça veut dire qu'on va favoriser l'élimination du principe actif. Donc si on favorise son élimination, forcément son activité diminue. A l'inverse, si on est sur un inhibiteur, ça veut dire qu'on va bloquer les enzymes qui permettent d'éliminer. Donc si je n'élimine plus, mon activité augmente. Voilà, donc ça c'est un petit peu le mécanisme si vous voulez comprendre et peut-être le retenir sans forcément l'apprendre par cœur. Voilà. Et effectivement, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à regarder les items. L'item 16, si X est un inducteur enzymatique, l'administration de X en présence de Y aura un effet synergique sur l'activité de Y. Donc juste là, il y a une petite erreur d'énoncé. Tous les A sont bien à remplacer par des Y. Voilà. Donc si on continue, l'item là, dans ce cas, il va être faux. Parce qu'on a dit que si on avait un inducteur enzymatique, l'activité diminuait. Et là, on nous disait que ça avait un effet synergique. Donc un effet synergique, ça veut dire, si on reformule la phrase autrement, un effet en faveur de Y. C'est-à-dire que ça va favoriser son activité et voilà, son utilisation. Donc là, l'item est bien faux, parce que ce qui nous posait problème, c'est qu'on aura en fait un effet antagoniste, on pourrait dire, et pas du tout un effet synergique. Item 17, si X est un inducteur enzymatique, l'administration de X en présence de Y aura un effet antagoniste sur l'activité de Y. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Les deux items sont liés, et donc là, on peut dire que c'est vrai. Hop. Item 18. Si X est lié à 99% aux protéines plasmatiques, l'administration de X aura un effet synergique sur l'activité de Y. Donc là, l'item, il est vrai. Si on explique un petit peu, c'est comme on a vu jusqu'à maintenant. On a dit que le principe actif X a une affinité qui est plus grande que le principe actif Y. Y, on était à 90%, on l'a noté juste au-dessus. Donc forcément, si X va venir se fixer, Y va être libre
Et si y est libre, il va avoir une meilleure absorption et donc son activité va augmenter. Et donc on a bien un effet synergique, c'est-à-dire un effet qui favorise l'activité de y. Item 19. Si X augmente le pH urinaire, l'activité de A sera diminuée. Automatiquement, tout de suite, vous devez voir que l'item il est faux. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez augmentation du pH urinaire, qu'est-ce qu'on a dit juste avant ? On a dit que dans le cas de la métabolisation, les variations de pH n'avaient aucun effet. Les variations de pH, vraiment, il faut comprendre que c'est dans le cas de l'excrétion et c'est ce qu'on avait vu après avec les acides et les bases. Du coup, je vous le renote. Donc, pas d'effet des variations de pH. Et item 20. Si X diminue, le volume de distribution VD de Y, l'activité de Y sera diminuée. Ça, c'est un item qui est vrai. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que quand le VD, on va faire ça quand le VD augmente, l'activité va augmenter. Et à l'inverse, si le volume de distribution VD diminue, l'activité diminue. C'est pour ça que l'item était vrai. On avait bien une diminution du volume de distribution, donc forcément l'activité diminue. Voilà. Donc on a fini ce dernier QCM sur tout ce qui est un peu élimination. Donc là vraiment sur les QCM 2, 3, 4 qu'on a fait, l'essentiel à retenir c'est vraiment ce phénomène de j'ai deux principes actifs. Il y en a un qui va se fixer parce qu'il a une affinité plus grande, du coup l'autre est libre et son activité augmente. Retenir aussi tout ce qui est phénomène de transport. Bien retenir le fait que quand deux principes actifs prennent le même transport et un transport actif, l'activité diminue. Retenir aussi la notion du volume de distribution qui peut tomber. Si mon volume de distribution augmente, l'activité augmente et vice versa. Et bien faire la différence aussi donc entre ce qui est métabolisation et excrétion et qu'est-ce qui est propre à chacune des deux choses, à chacune des deux thématiques disons. Voilà, donc ça c'est vraiment l'essentiel à retenir et si vous maîtrisez ça, normalement vous saurez faire face à tous les items. Donc là on va pouvoir passer au QCM5. Le QCM5 c'est un QCM qui est assez typique comme ceux qu'on va voir après. Et assez classiquement, on a un QCM où ça va être un patient sain, suivi ensuite d'un patient physiologique, ce qui fait que ça va changer certains éléments et donc pouvoir vous permettre de faire un nouvel exercice. Et on verra ça un petit peu plus en détail juste après. Donc en général, le patient sain, donc le premier QCM, c'est vraiment du calcul. Vous prenez vos formules et à partir de ça, assez simplement, normalement, vous allez vous en sortir. Donc là, effectivement, au début, on nous demande de calculer K. Donc déjà, peut-être noter toutes les informations que vous avez dans votre énoncé, bien évidemment. Là, donc, ça va être toutes les valeurs. On a une dose de 100 mg, si on reprend ça dans l'énoncé. Une demi-vie d'élimination qui est égale à 6 heures. Et bien évidemment, on a dit qu'on avait un médicament qui est éliminé exclusivement par voie rénale. Ça, faut le relever aussi parce qu'on va voir après que ça a une importance. Et on a, dernière information, le volume de distribution VD qui est égal à 20 litres. Donc item 1, on nous demande de calculer K. Je vous redonne la formule. K, c'est ln de 2 qui est divisé par la demi-vie. Ça, c'est essentiel à retenir. On vous a fait normalement dans la correction du TD une fiche qui résume l'ensemble des formules que vous devez connaître. Et K en fait partie. Et en général, quand vous commencez ces exercices, je vous conseille automatiquement de le calculer parce qu'à un moment ou à un autre, vous en aurez besoin dans l'exercice. Donc, si on fait l'application numérique, on sait que K c'est égal à ln de 2 avec une demi-vie qui est égale à 6 heures comme nous le dit l'énoncé. Et vous trouvez 0,1155 heures moins 1. Donc, l'item est vrai. L'item 22, la fraction excrétée est de 1.
Donc là, va falloir un petit peu raisonner à partir des informations qu'on vous donne. C'est même pas forcément du calcul. Vous savez que vous avez, si vous reprenez votre fiche de formule, votre fraction, elle est égale à K12 sur K. Pour rappel, K12, c'est tout ce qui est éliminé par excrétion, et K13, c'est ce qui est éliminé par métabolisation. Donc si vous reprenez juste votre cours, vous savez déjà que c'est égal, la fraction excrétée est égale à K12 sur K, et c'est aussi égal à Q2 à l'infini divisé par la dose. Là, c'est maintenant que vous devez reprendre votre information de l'énoncé qui vous dit que le médicament est éliminé exclusivement par voie rénale. C'est-à-dire que le K en 3 va être égal à 0 puisque le médicament n'est pas du tout éliminé par métabolisation. Donc en fait, vous savez aussi que K c'est égal à K en 2 plus K en 3. Donc là, en fait, tout simplement, on va dire qu'on peut occulter le K en 3 puisque le médicament, c'est vraiment que de l'élimination par le rein, donc c'est juste K en 2. Voilà, donc automatiquement, après, si vous faites votre ratio, si K en 2 est égal à K, vous trouvez votre fraction excrétée qui est égale à 1. Et aussi, une autre manière de vous vérifier, c'est que si vous prenez l'autre formule de la fraction excrétée qui est Q2 à l'infini divisé par la dose, Q2 à l'infini, en fait, c'est la quantité qu'on va retrouver dans les urines au bout d'un temps infini. Et là, encore une fois, vu que le médicament il est exclusivement éliminé par voie rénale, forcément, la dose qui est administrée au départ va être égale au Q2 à l'infini, donc la dose qu'on va retrouver dans les urines. Donc, en fait, vous trouvez encore une fois que F est égal à 1. Voilà, et c'est comme ça que vous trouvez la réponse à l'item 23 qui est donc vrai. Enfin, à l'item 22, pardon, qui est donc vrai. Ensuite, item 23, il faudra attendre 42 heures pour que 99% de la dose de PA soit éliminée. Donc là, élément que vous devez retenir, parce que éventuellement ça peut tomber, c'est que 5 demi-vies, ça correspond à 97% de principes actifs éliminés et 9 demi-vies, 99%. Donc ça, retenez ces valeurs, ça peut toujours servir. Donc si on reprend, tout simplement, vous allez calculer 7 demi-vies. Donc ça fait 7 fois 6, parce qu'on sait qu'une demi-vie c'est 6 heures, c'est donné dans l'énoncé, et vous devez trouver une valeur de 42 heures. Ce qui fait que l'item 23 est vrai. Parce qu'effectivement, on vous proposait une valeur de 42 heures après 99% d'élimination. Item 24, la concentration plasmatique initiale C0 est égale à 10 mg par litre. Donc ça, tout simplement, c'est du calcul. Vous avez la formule, vous savez que la dose, c'est égal à la concentration, autant 0 fois le volume de distribution. Donc, si vous remaniez un petit peu votre formule, vous avez C0 qui est égal à la dose divisée par le volume de distribution. Vous reprenez les valeurs que vous avez dans l'énoncé. On vous donnait une dose qui est égale à 100 mg et un volume de distribution égal à 20. Donc, vous retrouvez bien 5 mg par litre. Je vous le note ici. Donc, le volume de distribution, il était à 20 et la dose, elle était à 100. Donc l'item est vrai. Et faux, pardon, parce qu'on vous proposait 10 mg et pas 5. Hop, donc l'item est bien faux. Et item 25, au bout d'un temps infini, la dose de principe actif dans les urines est égale à la dose administrée, soit 150 mg. Alors, le début de l'item est vrai, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Q2 à l'infini, en fait, c'est la quantité de principes actifs qu'on va retrouver dans les urines au bout d'un temps infini. Et vu que le médicament est éliminé exclusivement par voie rénale, forcément, le Q2 à l'infini, la quantité que je retrouve dans mes urines, c'est égal à la dose initiale. Donc jusque-là, tout allait bien, c'était bon, sauf que on vous donne une valeur de 150 mg. Or, on a dit au début qu'on avait bien administré une dose de 100 mg. Donc en fait, l'item aurait été entièrement bon si on avait 100 mg.
Voilà. Donc là, il est faux parce que c'est 100 mg. Voilà. Ce qui nous allait pas, c'était la faim. Donc maintenant qu'on a fait le patient qui était sain, on va voir ce qui se passe dans le cas d'un patient pathologique avec, en général, c'est une fonction rénale qui, par exemple, va être moins bonne chez des patients qui sont une insuffisance. Donc là, on va pouvoir continuer avec le patient qui est pathologique. Si on lit l'énoncé, on administre le même médicament que celui de la question 4, enfin de la question 5, pardon, mais cette fois-ci chez un patient qui souffre d'insuffisance rénale. Sa fonction rénale correspond à 70% de celle d'un patient sain. Donc là, il faut quand même prendre en note l'information qui est qu'on a une fonction rénale qui est 70% moins importante que celle d'un patient sain. Ça peut nous servir par la suite. Donc, item 26. La demi-vie augmente, elle est d'environ 9 heures. Donc, il faut savoir que assez classiquement, chez des patients qui ont une insuffisance rénale, forcément, ils vont mettre plus de temps à éliminer. Et s'ils mettent plus de temps à éliminer, ça veut dire que la biodisponibilité, enfin la vitesse... oh là là, j'ai bégayé. Donc, si on reprend l'item... il faudra couper là du coup. Donc, l'item 26, la demi-vie elle augmente, elle est d'environ 9 heures. Donc il faut savoir que assez classiquement, chez des patients qui souffrent d'insuffisance rénale, forcément, ils vont éliminer moins bien. Ils vont mettre plus de temps en fait, ce qui fait que la constante de vitesse d'élimination qui est K va diminuer parce qu'on élimine moins vite. Et en même temps, on va avoir une demi-vie qui va augmenter puisque le médicament va rester plus longtemps dans l'organisme. Donc assez logiquement, la demi-vie va augmenter. Maintenant, vous demandez une valeur précise. Et donc, vous reprenez votre formule, toujours, ça ne va pas changer. T1,5 c'est égal à ln de 2 divisé par K. Sauf que là où il faut faire attention, c'est que le K va changer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus chez un patient sain, on est chez un patient qui a une insuffisance. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. En général, la K va diminuer. Donc en fait, l'erreur vraiment à ne pas faire, c'est d'aller reprendre le cas du patient sain parce que alors que pas du tout en fait, c'est une valeur qui va changer en fait. Donc surtout, ne reprenez pas le cas de la question d'avant, il va falloir aller le recalculer. Et c'est là en fait que l'information, une fonction rénale qui correspond à 70% de celle d'un patient sain va être importante. Donc dans la correction, vous verrez que K' en fait, c'est le nouveau cas chez un patient qui a une insuffisance. Et en fait, c'est égal à 70% du cas d'avant. Donc on fait 0,7 fois K. Le cas du patient sain, on l'avait calculé dans la question juste avant, premier item normalement. Et effectivement, si vous faites 0,7 fois 0,1155, vous trouvez une valeur de 0,081. Voilà. Donc une fois que vous avez le nouveau cas, en fait en général c'est ça on va dire le plus compliqué, c'est vraiment d'aller retrouver le cas chez un patient, enfin le nouveau cas chez le patient qui lui a une insuffisance. Une fois que vous avez trouvé le nouveau cas, en général c'est comme les calculs du patient sain, c'est vraiment de la manipulation de formule. Donc après justement vous reprenez votre formule de la demi-vie, vous notez T'1,5 vu que cette fois-ci c'est la demi-vie du patient malade, ln de 2 sur K, donc ln de 2 sur la valeur qu'on vient de trouver, 0,081, et vous trouvez environ 8,6 heures. Donc l'item est vrai. Si on arrondit, on va dire qu'on tombe à peu près sur 9 heures. Ensuite, item 27, la valeur de K13 est inchangée. Donc l'item est vrai parce qu'on est toujours sur une élimination exclusivement par le rein. Que le patient soit sain ou malade, ça c'est quelque chose qui ne va pas changer. Et si on a dit que si on éliminait exclusivement par le rein, on avait un K13 qui était nul. Donc on a K13 qui est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de métabolisation. Item 28.
la biodisponibilité du principe actif est de 1. Donc là, normalement, c'était redonné, si vous remontez un petit peu dans la question d'avant, la question 5, on nous donnait l'information que le principe actif était administré par voie IV. Et une chose qu'il faut retenir, c'est que quand on est administré par voie IV, on a une biodisponibilité qui est égale à 1. Voilà, donc ça c'est important à retenir. Parce qu'on va aller directement dans le sang, donc forcément, on n'a pas forcément tout ce qui est effet de premier passage hépatique, où là on pourrait perdre du principe actif et faire qu'on a une biodisponibilité, donc une quantité de principe actif qui arrive dans le sang qui n'est pas de 100%. Donc l'item est vrai. Item 29. La Q2 de ce patient sera inférieure à celle d'un patient sain. Donc là, par exemple, ça peut être le Q2 à un instant T ou le Q2 à l'infini, donc au bout d'un temps infini. Et là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le Q2 ne va pas changer. Il ne va pas être inférieur à celui d'un patient sain. C'est juste qu'on va prendre plus de temps à l'obtenir. Si je reprends la notion du Q2 à l'infini qu'on avait déjà vu, on a dit que c'était la quantité de principe actif dans les urines au bout d'un temps infini. Donc c'est pas que ça va être moins important, c'est juste que le patient sain, je sais pas, je dis n'importe quoi, il va mettre 2 heures à l'éliminer. Donc au bout de 2 heures, j'aurai mon Q2 à l'infini. Alors que chez un patient qui a une insuffisance, on a dit qu'il prenait beaucoup plus de temps. Donc lui, ce sera par exemple au bout de 5 heures que j'aurai mon Q2 à l'infini, ma quantité de principe actif dans les urines. Donc l'item est faux parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est que c'est pas inférieur. Au contraire, ça sera inchangé. Et c'est juste que ça va mettre plus de temps encore une fois. Et dernier item, chez ce patient, il n'est pas conseillé d'adapter la posologie en diminuant les doses et ou en augmentant les intervalles de prise. L'item est faux parce que tout simplement, on a dit encore une fois, un patient qui a une insuffisance, il élimine moins bien. Donc, si je lui mets les mêmes doses j'espace pas mes intervalles de prise et que je lui donne par exemple son médicament toutes les 2 heures comme je le ferais chez un patient sain, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va être en surdosage. Parce qu'en fait, il élimine encore une fois beaucoup moins bien. Tout est lié à ce phénomène d'élimination qui prend plus de temps et qui va faire varier les paramètres. Voilà. Donc là, vous avez un premier exemple de 2 QCM type avec un patient sain, suivi de ce qui va se passer quand je bascule chez un patient qui est malade. On va encore faire 2 QCM du même style, disons. Et comme ça, vraiment, ça va vous permettre de bien voir comment ça fonctionne et d'avoir des automatismes en fait sur ce type de QCM. Donc là, on va pouvoir continuer avec un autre QCM, où on a un patient sain. Et après, on fera encore une fois le patient pathologique. Comme ça, vous aurez 4 QCM sur cette thématique pour vous entraîner. Donc, toujours, on lit l'énoncé et on prend toutes les données. Donc là, je ne vais pas toutes les renoter, je vous les souligne juste dans le texte. Donc, on a un principe actif A qui est administré à un sujet normal en IV. Bon, ça, c'est pas forcément l'information la plus importante, mais sait-on jamais, comme tout à l'heure, on vous a demandé si la biodisponibilité était égale à 1. On a une demi-vie d'élimination qui est égale à 6 heures, un volume de distribution de 40 litres, une concentration minimale de 0,20. De plus, suite à l'administration de 200 mg de A, donc on a une dose qui est égale à 200 mg, on recueille dans les urines du patient pendant 11 heures, puis on détermine par dosage que la quantité de A accumulée dans les urines pendant 11 heures est égale à 29,3. Donc 29,3, ça correspond à Q de T avec T qui est égal à 11 heures. Donc si on commence par l'item 31. En administrant une dose d'attaque de 100 mg, la concentration plasmatique initiale C0 est égale à 5 mg par litre. Donc là, encore une fois, vous allez chercher votre formule où vous trouvez votre C0. Et vous savez que C0, c'est égal à la dose divisée par le volume de distribution. D'accord ? Et effectivement, après, vous reprenez les valeurs que vous avez dans l'énoncé. Ici, faites attention,
on vous donne une dose de 200 dans l'énoncé, mais attention, dans l'item, on vous dit qu'est-ce qui se passerait si on avait une dose d'attaque qui est égale à 100 mg. Donc ici, c'est bien 100 divisé par 40. Et vous trouvez du coup 5 mg par litre. Donc l'item était vrai. La fraction de A éliminée par excrétion urinaire est égale à 25,2%. Donc là, une information qui est importante quand on va vous demander la fraction excrétée. Dans ce type d'exercice, quand on vous donne le Q2 à un certain temps, tout de suite passez par cette formule en fait, parce que vous savez que Q de T c'est égal à K12 sur K fois la dose fois 1 moins exponentielle de moins KT. Ça c'est une formule qu'il faut connaître. Donc automatiquement, vous savez en fait que votre K12 sur K c'est égal à la fraction qui est excrétée. Donc en fait, vous ce que vous cherchez, c'est à avoir tout ça. Donc vous allez modifier votre formule de manière à obtenir ça. Donc en fait, K12 sur K, c'est la fraction excrétée ici, qui va être égale à Q de T, et je fais passer tout ça au dénominateur, donc divisé par la dose fois 1 moins exponentielle de moins KT. Ensuite, vous avez toutes les valeurs dans l'énoncé, avec le 29,3 qui vous était donné. La dose, pareil, cette fois-ci, attention, vous reprenez la dose qui est dans l'énoncé. Ensuite, 1 moins exponentielle de moins KT, ce que vous n'avez pas calculé, c'est le K. Mais encore une fois, quand vous avez ce genre d'exercice, commencez par calculer le K assez automatiquement, même si c'est pas demandé dans un item, parce que forcément après ça va vous servir. Donc le K, encore une fois, on a dit ln de 2 sur T1 demi. Et si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 0,1155 heures moins 1. Voilà. Et le temps T, on a dit que c'était au bout de 11 heures qu'on obtenait 29,3. Donc si vous faites tout ça, vous trouvez un résultat de 20,4%. Et dans l'item, vous était proposé 25,2%, ce qui fait que c'est faux. 33. Lorsqu'on administre une dose d'attaque de 200 mg, la quantité totale de A métabolisée est environ égale à 159 mg. Donc attention, là on passe sur la fraction métabolisée. Nous, ce qu'on vient de calculer, c'est la fraction excrétée. Donc pareil, je sais que ma fraction métabolisée, si je reprends mes formules, c'est égal à Q3 infini divisé par la dose. Hop, je vous l'encadre. Si on modifie la formule, on sait que Q3 infini, c'est égal à la fraction métabolisée fois la dose. Donc là, ce qui nous pose problème, c'est que on a la dose qui nous est donnée, mais on n'a pas la fraction métabolisée. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller la chercher. Sauf qu'on va se souvenir que en fait, la fraction totale, c'est la fraction métabolisée plus la fraction excrétée. Donc forcément, si je veux trouver ma fraction métabolisée, je vais devoir faire 100%, donc la fraction totale, moins la fraction excrétée. Et la fraction excrétée, on vient de la calculer à l'item juste au-dessus, et on a dit qu'on avait trouvé 20,4%. Donc quand on fait 100 moins 20,4%, on trouve 79,6%. Donc maintenant que j'ai ma fraction métabolisée, je vais pouvoir calculer mon Q3 infini, et après c'est juste de l'application numérique, et vous trouvez 159,2 mg. Donc l'item 33, on vous proposait une valeur de 159 mg, ce qui fait que l'item est vrai. Item 34. Lorsqu'on administre une dose d'attaque de 200 mg, la durée d'action de Z est égale à 28 heures. Pareil, la formule de la durée d'action, c'est une formule qui est à connaître. Et une fois que vous avez votre formule, c'est tout simplement de l'application numérique, vous remplacez vos valeurs. Le C0, il vous était donné dans l'énoncé. Le C-min, il vous était aussi donné dans l'énoncé. Enfin non, pardon, le C0, on l'a calculé à l'item 31 et le C-min vous était donné dans l'énoncé. Voilà. Et le K, vous l'avez calculé aussi.
Donc après, je vous laisse faire ça, je vous laisse faire le calcul et vous trouvez normalement 28 heures. Et dans l'énoncé, on vous proposait pareil 28 heures, du coup l'item est vrai. Il nous reste le dernier item qui vous demandait de calculer la dose d'entretien si on administrait une dose d'attaque qui était de 100 mg. Donc la dose d'entretien, pareil, formule à connaître, c'est égal à la dose moins cumine. Là, ce qui nous manque, la dose, on l'a. On n'a pas cumine. Et pour calculer cumine, il faut aussi tout simplement connaître la formule. Et vous savez que c'est égal à Cmin fois le volume de distribution. Cmin vous est donné dans l'énoncé. Pareil pour le volume de distribution. Quand vous faites le calcul, vous trouvez 8 mg. Et vous pouvez du coup calculer votre dose d'entretien en faisant 200 moins 8. Et c'est égal à 192 mg. Voilà. Donc en fait, là, on voit clairement qu'en général, chez un patient sain, c'est ce qui vous est demandé dans les items, c'est vraiment de l'application numérique. À la limite, il va falloir savoir un petit peu jouer avec vos formules pour trouver des fois de manière un petit peu indirecte comment arriver à ce que vous cherchez. Mais si vous connaissez vos formules et que un petit peu le lien entre les formules aussi, normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Donc l'item 40 était faux. Enfin l'item 35 pardon, pas 40. Est faux parce qu'on vous proposait pas la bonne valeur. Si on lit l'énoncé, on a cette fois-ci le principe actif A est administré par voie intraveineuse chez un patient qui souffre d'insuffisance rénale à la dose de 300 mg. Donc ça c'est une information à relever. C'est important de savoir aussi que c'est de l'insuffisance rénale et pas par exemple de l'insuffisance hépatique, parce que vous avez des QCM comme ça. Sa fonction rénale est estimée à 1/3 de la normale. Ça, c'est une information importante. Et donc, on va voir qu'est-ce qui va changer chez ce patient. Donc, comme je vous l'ai dit sur le QCM précédent du patient pathologique, le plus compliqué, en fait, c'est d'avoir le nouveau cas. Parce qu'on a dit, encore une fois, la plus grande erreur à faire, c'est d'aller reprendre le cas de l'exercice chez le patient sain. Parce que ce ne sera pas la bonne valeur, en fait. Parce que j'insiste encore une fois, le cas change quand on est chez un patient qui a de l'insuffisance, qu'elle soit rénale ou hépatique d'ailleurs. Donc, le plus compliqué, c'est de retrouver le nouveau cas. Et une fois que vous aurez le cas, après, ce sera juste de l'application numérique, comme chez le patient sain, où il faudra un petit peu modifier ses formules. Mais c'est pas le plus compliqué forcément. Donc, on va commencer par ça. Donc, retrouver le nouveau cas. Et une fois qu'on aura le nouveau cas, on pourra répondre aux différents items. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà qu'on est chez un patient qui est en insuffisance rénale. Parce que si je suis en insuffisance hépatique, je ne vais pas avoir la même chose. Donc tout de suite, quand vous savez que votre patient est à quel type d'insuffisance, vous notez la formule. Dans le cas de l'insuffisance rénale, on a le cas de l'insuffisance rénale qui va être égal au cas 1,2 de l'insuffisance rénale plus le cas 1,3 normal. Comment on réexplique un petit peu tout ça ? En fait, quand on a une insuffisance rénale, c'est l'excrétion qui est touchée. La métabolisation, ça n'a pas d'impact. Donc forcément, on va prendre le cas 1,2 de l'insuffisance rénale, vu que c'est ça qui va être modifié, et le cas 1,3, lui, va rester normal. A l'inverse, vous avez ça noté sur la correction, mais je vous le redis juste à l'oral. Si on était chez un patient qui avait une insuffisance hépatique, le cas de l'insuffisance hépatique, ça aurait été égal au cas 1,2 normal, parce que si j'ai une insuffisance hépatique, ça ne touche pas l'excrétion, plus le cas 1,3 de l'insuffisance hépatique, parce que en revanche, l'insuffisance hépatique, ça touche la métabolisation. Voilà. Donc juste d'ailleurs, je refais un point sur les abréviations. IR, c'est bien insuffisance rénale, et normal, le N, c'est pour normal, c'est pour dire que c'est la même chose que si on était chez un patient sain. Donc première chose, quand vous avez votre formule, il va falloir trouver chaque élément. Commencez par ce qui est sain en général, parce que justement, vous allez pouvoir reprendre les valeurs du patient sain dans le QCM précédent. Et effectivement, si on fait ça, on a le cas 1,3 normal. D'après nos formules, on sait que c'est égal à F métabolisé fois K normal. Et donc là, vous aviez toutes les valeurs qu'on avait calculées dans le QCM d'avant, et vous trouvez 0,0919. .
je vous le souligne. Donc une fois que vous avez votre K13 normal, donc en général commencez par ça parce que vous pouvez vous servir des données précédentes quand il s'agit de valeurs normales, donc pareil que chez un patient sain. Ensuite, vous avez le choix entre calculer votre K de l'insuffisance rénale et le K12 de l'insuffisance rénale. Là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Je commence par calculer plutôt le K12 de l'insuffisance rénale. C'est qu'on vous donne une information dans l'énoncé qui peut vous aider à la trouver. Donc plutôt commencez par ça. Donc le K12 de l'insuffisance rénale, je vous l'ai noté en rouge. On vous dit dans l'énoncé que c'est égal à 1/3 du K12 normal. K12 normal, c'est génial parce qu'on peut aller récupérer, on a dit, les données du patient sain pour le calculer. Donc pareil, K12 normal, c'est égal à la fraction excrétée fois le K normal. On a calculé ces valeurs dans l'exercice précédent et donc vous trouvez une valeur. Et on a dit que cette valeur, le K12 normal qu'on a trouvé, c'est chez le patient en insuffisance rénale, il faut diviser par 3 parce qu'on a dit que c'était 1/3. Et quand vous faites ça, vous trouvez le résultat 0,007851 heure-1. D'ailleurs, petite remarque, essayez quand même de garder un minimum de chiffres significatifs pour avoir des valeurs qui sont assez précises et ne pas par exemple se tromper dans les items quand on a des valeurs qui sont un petit peu arrondies. Voilà. Donc maintenant, on a, si on reprend la formule, chez quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale, on a dit que K de l'insuffisance rénale est égal au K12 de l'insuffisance rénale plus le K13 normal. On a calculé le K13 normal. On a utilisé les données de l'exercice précédent. Le K12 de l'insuffisance rénale, on est allé chercher les informations de l'énoncé et un petit peu des données de l'exercice précédent. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer le K de l'insuffisance rénale en faisant la somme des deux valeurs qu'on a trouvées. Et vous trouvez la valeur qui est encadrée en rouge. Et là, une fois que vous avez ça, c'est bon, la suite c'est vraiment en général plutôt de l'application numérique. Vous avez fait le plus dur jusqu'ici. Donc peut-être faire attention à ne pas utiliser du coup le mauvais cas. Et maintenant en fait, une fois que vous avez le cas de l'insuffisance rénale, vous n'utilisez plus que celui-ci. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à répondre aux items. Donc, que nous disait l'énoncé? 41. Une quantité totale à l'infini de A excrété dans les urines égale à 20,40. Donc là, vous reprenez votre formule. Vous savez que Q2 à l'infini, c'est égal à K12 de l'insuffisance rénale sur K de l'insuffisance rénale. Enfin, c'est les mêmes formules, encore une fois, sauf cette fois-ci, on n'utilise que les valeurs d'un patient en insuffisance rénale. Et le tout multiplié par la dose. Donc le K12 de l'insuffisance rénale, vous l'avez calculé. Le cas de l'insuffisance rénale, pareil. La dose, on vous donne dans l'énoncé qu'elle est de 300. Donc quand vous faites le calcul, vous trouvez bien 20,40, ce qui fait que l'item 41 est vrai. Item 42. On vous demandait une quantité totale à l'infini de A transformé en métabolite environ égale à 280 mg. Donc, métabolite à l'infini, c'est Q3 infini. Et on sait que Q3 infini, pas la peine d'aller tout recalculer, de devoir passer par K13 de l'insuffisance rénale, tout ça. Vous savez juste que c'est égal à la dose moins Q2 à l'infini. La dose, encore une fois, c'est 300, elle est dans l'énoncé. Et Q2 à l'infini, vous venez de le calculer à l'item 41. Donc vous trouvez 279,6 mg. L'item est vrai parce que si on arrondit, on trouve bien 280. Item 43, on vous demandait de calculer la demi-vie. Donc la demi-vie, toujours, c'est ln22 sur le cas de l'insuffisance rénale. Et si vous faites votre application numérique, vous trouvez 6 heures. Et dans l'énoncé, on vous proposait une demi-vie qui est égale à 12 heures. Donc là, l'item est faux. Ensuite, item 44, le volume de distribution est de 30 litres.
Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'item est faux. Pourquoi ? Chose très importante, c'est qu'en fait, quand on est en insuffisance rénale ou en insuffisance hépatique d'ailleurs, ça n'impacte aucunement le volume de distribution. Le volume de distribution va rester le même qu'on soit chez un patient sain ou chez un patient qui est en insuffisance rénale ou hépatique. Donc, je vous l'écris, pas de modification. Du volume de distribution en insuffisance de manière générale. Donc l'item était faux parce que du coup, si on n'a pas de modification du volume de distribution entre le patient sain et pathologique, vous allez reprendre le volume de distribution chez le patient sain qui normalement était donné dans l'énoncé et il était de 40 litres et pas de 30 litres. Voilà. Regardez dans l'exercice d'avant, vous retrouverez la valeur. Et le dernier item, on vous demandait encore de calculer normalement la durée d'action. Ouais, c'est ça, on vous proposait une durée d'action qui est égale à 31 heures. Durée d'action, encore une fois, je vous avais donné la formule dans l'exercice précédent, je ne vous l'ai pas renoté, j'ai fait directement l'application numérique. Mais à l'oral, c'est ln de C0 moins ln de Cmin divisé par le cas de l'insuffisance rénale. Donc C0, vous ne l'avez pas, donc il faut le calculer. Et vous savez d'après la formule que c'est égal à la dose fois le volume de distribution. C'est ce que j'ai fait juste en dessous. Donc cette valeur, vous l'obtenez en passant par ça. Et vous trouvez 7,5. Le Cmin, chose importante, c'est comme le volume de distribution. Quand on est dans le cas d'une insuffisance, il ne va pas varier. Donc bien retenir, je vous le mets là, attention. Cmin ne change pas. Ok. Et donc, le cas de l'insuffisance rénale, vous l'avez calculé et vous trouvez 31,39 heures. Donc si on arrondit, on trouvait bien effectivement 31 heures, donc l'item 45 était vrai. Voilà. Maintenant, je vous propose rapidement de faire les QCM bonus. C'est assez rapide, c'est plutôt des questions de cours, mi-cours, mi-réflexion, disons. Voilà, pour vérifier que vous avez bien compris certaines notions. L'énoncé. Concernant le transport passif, il concerne les acides ou bases libres. Pardon, je comprends, je recommence. Donc, si on lit le premier QCM, qui revient sur la notion de tout ce qui est transport passif, actif et loi de Fick, donc assez similaire en fait au QCM 1 qu'on a fait vraiment au tout début de TD. Concernant le transport passif, il concerne les acides ou bases libres et en solution. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'il faut retenir et bien comprendre. Vous avez le transport passif. Le transport passif, effectivement, l'item 1 est vrai, ça va concerner les molécules qui sont non ionisées, libres en solution. Voilà. Ça, vraiment, tout ce qui est transport passif, c'est la règle, et c'est là qu'on va avoir la loi de Fick. La loi de Fick avec un gradient de concentration qui a un impact. D'accord ? Et à l'inverse, vous avez le transport actif, et là, vous avez des transporteurs qui sont utilisés, et donc vous n'avez pas du tout de notion de gradient de concentration. Donc vraiment faire la différence entre ces deux choses. Transport passif, j'utilise ma loi de Fick, mes gradients de concentration ont une importance, qui s'oppose au transport actif où j'utilise des transporteurs, donc pas d'impact du gradient de concentration. Et petite précision, dans le cas du transport passif, donc loi de Fick, on a un transfert qui va se faire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Voilà, donc si vous avez à peu près tout ça en tête, normalement vous avez l'essentiel pour pouvoir répondre au QCM qui pourrait vous être posé sur ces différents types de transports et surtout la loi de Fick. Donc si on répond au QCM, on a dit que l'item 1 était vrai, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la caractéristique
Non, pardon, l'item 1 est faux. Pourquoi? Parce que justement, on a dit les acides ou les bases. Or, les acides et les bases, ce sont des molécules qui sont ionisées. Et on a dit caractéristiques du transport passif, ça concerne les molécules qui sont non ionisées. Item 2, il est décrit par la loi de Fick. On a dit que c'était vrai. Et la loi de Fick, c'est bien la constante de perméabilité fois la surface fois la différence de concentration. L'item est vrai. Item 3, lors du transport passif, plus le gradient de concentration est grand, moins la diffusion est importante. L'item est faux. Pourquoi? Parce que là, ce qui nous pose problème dans sa formulation, c'est que on nous dit que la diffusion sera moins importante. Or, au contraire, la diffusion sera plus importante en fait. La loi de Fick et la vitesse en fait est proportionnelle au gradient de concentration. Donc en fait, la bonne formulation, ça aurait été lors du transport passif, plus le gradient de concentration est grand, plus la diffusion est importante, tout simplement. Item 4, lors du transport actif, plus le gradient de concentration est grand, plus la diffusion est favorisée. On a une partie de l'item qui est vraie, une partie qui est fausse, donc globalement, l'item est faux. Parce qu'en fait, là, ce qui ne va pas, c'est ce qu'on vient d'expliquer. On a dit que, effectivement, plus le gradient de concentration est grand, plus la diffusion est favorisée, sauf que c'est dans le cas du transport passif. Donc là, on parle dans l'item, on nous dit que c'est du transport actif. Et comme je vous l'ai expliqué dans le petit résumé, le transport actif, il n'y a pas du tout d'histoire de gradient de concentration. Donc l'item était faux pour ça. Voilà, c'était l'histoire de transport actif qui n'allait pas. Si on nous avait dit l'item 4, on nous avait dit transport passif, là l'item aurait été bon. Et dernier item, dans l'épithélium digestif, dans l'épithélium digestif, la diffusion est importante. Donc là, l'item est vrai, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de l'épithélium digestif, on a une très grande surface d'absorption. Or, plus la surface d'absorption est grande, plus la vitesse d'absorption est importante d'après la loi de Fick, donc si on se réfère à la formule. Voilà, donc là, vous avez un QCM sur ce transport passif qui vous résume un petit peu tout ce qu'il faut retenir. On va pouvoir passer à la question 2. La question 2, on n'a pas du tout abordé ce sujet, mais c'est quelque chose qui est plutôt assez intuitif. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est irrigué, plus facilement on apportera un médicament en fait, par le sang. Donc typiquement, la barrière placentaire est très perméable, bah ça c'est vrai, vous regarderez dans le cours, c'est dit. Le rein étant très irrigué, il sera très compliqué de le traiter par médicament. C'est faux, justement. C'est ce que je viens de dire. Plus je suis irrigué, plus c'est simple d'apporter le médicament via la circulation sanguine. Donc l'item est faux. Item 8. L'os dur étant peu irrigué, il sera plus simple de lui amener un principe actif. Bah non, c'est toujours le même raisonnement. Étant donné que je ne suis pas bien irrigué, c'est très difficile de traiter. Item 9, un principe actif bien soluble dans le sang sera facilement amené à un organe très irrigué, oui. Et dernier item, les infections osseuses sont généralement très simples à traiter par des antibiotiques. Non, c'est ce qu'on a dit dans l'item 8, en fait l'os c'est mal irrigué, donc forcément c'est plus difficile d'y faire parvenir un médicament et donc de traiter une infection osseuse. Donc l'item est faux, parce que c'est assez difficile à traiter. Donc si on lit l'énoncé, soit un PA nommé A qui se fixe à 5% aux protéines plasmatiques et un PA nommé B qui s'y fixe à 95%. Si on administre A et B ensemble, on aura, et après on a les items. Donc là ce qui est important et qui fait la particularité, c'est qu'on a un principe actif qui se fixe à 5%. Et en fait, on considère que quand un principe actif se fixe à 5% aux protéines plasmatiques, quand je vous ai noté PP, c'est protéines plasmatiques, bah, la fixation est négligeable. C'est-à-dire, en fait, qu'on considère qu'il n'y aura pas une bonne fixation. Et dans l'autre sens également, si on a un principe actif libre, du coup qui a une biodisponibilité dans le sang de 5%, on considère aussi que son effet thérapeutique sera négligeable en fait. Ça va dans les deux sens. Et
Je vous ai également renoté ce que je répète plusieurs fois, ce que j'ai répété plusieurs fois à l'oral depuis tout à l'heure. Mais quand on a fixation aux protéines plasmatiques, ça veut dire qu'on n'est pas libre, ça veut dire qu'on a une vitesse d'absorption qui va diminuer, et ça veut dire qu'on a un effet thérapeutique qui diminue. Voilà, c'est vraiment cette cascade d'événements un petit peu qu'il faut comprendre, et normalement il n'y aura pas de problème pour répondre aux items. Donc si on regarde l'item 11, la concentration libre du PAB augmentera. Donc là, on a dit qu'on a le PAB qui a une fixation de 95%, donc c'est supérieur à 5%. On a une affinité du principe actif B qui est beaucoup plus importante. Donc B va être fixé. Or, on a dit quoi? Quand B est fixé, la concentration libre, du coup, n'augmente pas, elle est même diminuée. Donc l'item, en fait, était faux, parce que ce qui nous pose problème, en fait, c'est que ce sera diminué et pas augmenté, puisque c'est fixé aux protéines plasmatiques. Item 12. L'effet thérapeutique de B sera augmenté. C'est la même chose. On a dit que l'item était faux. Parce que, encore une fois, c'est toujours le même enchaînement. Je ne suis pas libre, donc forcément, je ne peux pas aller agir. Parce que j'agis uniquement quand je suis libre dans le sang. Donc forcément, j'ai un effet thérapeutique qui va être diminué et pas augmenté. L'effet thérapeutique de A sera majoré. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si on raisonne comme le QCM3 qu'on avait vu au début du TP. Si B se fixe, A va être libre, et donc on a envie de dire, oui, son effet thérapeutique va être majoré. Sauf qu'on a dit quoi? Et c'est la fameuse exception qu'il faut retenir. C'est que quand un principe actif se fixe à 5% ou à une biodisponibilité du coup de 5%, ça revient au même dans un sens, on va considérer que son effet thérapeutique est négligeable. C'est pourquoi en fait l'item est faux. Parce que même s'il va être libre, l'effet thérapeutique sera moindre, ce qui fait qu'on ne va pas le considérer. Donc comment vous notez ça? On va dire que j'ai un PA avec F égale à 5%. On considère que l'effet thérapeutique est négligeable. Je note ET pour effet thérapeutique. Voilà, négligeable. Item 14. La vitesse d'absorption de B augmentera. C'est pareil, c'est ce qu'on a dit pour l'item 11 et 12. Au contraire, ça va diminuer. C'est toujours ce qui est écrit en bleu. Et item 15, l'effet thérapeutique de A ne changera pas. On a dit que c'était vrai, c'est ce que je viens d'expliquer sur l'item 13. En fait, que peu importe que A soit fixé aux protéines plasmatiques, il n'agira pas vu qu'il ne sera pas libre. Mais même s'il est libre, il y a une tellement faible quantité qui est libre que ça n'aura pas d'effet. On considère en fait que c'est vraiment négligeable. Voilà. Donc vraiment sur ce QCM, c'était cette petite particularité que je voulais voir avec vous des 5%. Normalement, une fois que vous l'avez vu une fois, vous ne devriez pas vous faire avoir si ça retombe. Voilà, donc si on fait un petit bilan de tout ce qu'on a vu sur ce TD, les parties vraiment importantes, c'est vraiment la loi de Fick, faire ma distinction entre le transport passif et le transport actif, connaître bien évidemment la formule pour savoir l'appliquer si on vous demande de faire des calculs comme on l'avait fait au tout début avec des vitesses d'absorption plus rapides selon les voies. Deuxième chose qui est là importante en cours de pharmacocinétique, c'est tout ce qu'on a vu là, c'est vraiment tout ce qui est fixation aux protéines plasmatiques, la différence entre la métabolisation et l'excrétion, et également par exemple quand deux principes actifs vont prendre le même transporteur.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est important, c'est tout ce qui est sur l'élimination en fait. Et dernier point, c'est les QCM qu'on a vus et sur lesquels on a passé un petit peu de temps, où vous avez un patient sain, puis un patient pathologique. Bien connaître vos formules du coup c'est sur cette partie. Et faites attention du coup à ne pas vous tromper de cas sur un patient qui est pathologique. Voilà. Donc vous avez normalement dans la correction du TD tout qui est bien rédigé. Vous avez aussi les fiches bilan sur notamment tout ce qui est élimination et les formules que vous devez connaître par rapport à la cinétique chez le patient sain et pathologique. Voilà. Donc prenez le temps de bien refaire le TD. Essayez de maîtriser tout ça. Comme ça, vous aurez des automatismes et le jour du concours, tout ira bien. Voilà, merci à vous et puis bon courage. Ouais.